travailler en faisant de la micro-histoire, ce qui est important, mais qui nous interpelle, nous, en tant qu'historiens. À quand des histoires régionales? Des histoires qui nous renvoient aux grands ensembles de l'Afrique ancienne, si je peux parler de l'époque médiévale ou autre. Et évidemment, c'est tout un débat qui est posé, qui fait qu'effectivement, les expériences africaines dans nos manières d'écrire l'histoire sont parfois problématiques. On a du mal à les lire parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, on se réclame d'un certain héritage qui peut-être nous parle en tant que professionnels, mais qui parle très peu à nos communautés. Et sur tout le débat actuel à AGS actuellement, que faire? Faut-il continuer à être dans un champ global, ou alors faut-il que les communautés elles-mêmes, on puisse les entendre? Ça renvoie à cette vieille question qui parle dans nos communautés, et au nom de qui? Cela me semble important, et évidemment, ça pose également un débat de fond. Faut-il continuer à faire de l'histoire ou faut-il inscrire les choses dans un cadre plus global qu'on appellerait les études africaines? Et faut-il à ce moment africaniser les études africaines? Africaniser les études africaines, c'est effectivement partir de méthodes que nous inventerions nous-mêmes et qui rompraient avec un certain certain mensonge universaliste qui fondamentalement a pour objectif de renforcer une hégémonie épistémique née quelque part et qui nous assigne. C'est le terme même de Ibrahima quand il parle de l'assignation, comment sortir de l'assignation chromatique issue d'une vulgate coloniale, mais évidemment, c'est nous-mêmes, comment nous pensons écrire cette histoire. Si ça renvoie un peu à un débat également, parce qu'il est important que les Suds se parlent également. Et la question, je ne sais pas comment nous pourrons l'appeler nous, ça renvoie à la question, à l'expérience latino-américaine. La manière dont les sciences sociales, les historiens latino-américains ont pu se forger eux-mêmes des outils, des méthodes, des concepts pour comprendre leur propre histoire et qu'on insère dans un cadre plus global qu'on appelle la décolonialité, c'est-à-dire la décolonialité serait pourrait être une réponse africaine à la modernité occidentale et qui, d'une certaine manière, parlerait, informerait davantage sur le champ de notre historiographie et de manière générale sur celle des sciences sociales. Parce qu'une fois de plus, il me semble que une des questions, je la pose à tout le monde, mais également à Ibrahima, comment transformer les termes de la conversation historique? Est-il possible de le faire? Quelle grammaire utiliser qui nous parle, qui fasse parler davantage d'acteurs? Ibrahima a bien parlé que effectivement, l'irruption de nouveaux acteurs, l'irruption de nouveaux thèmes dans les années 90 a complètement transformé le champ des historiens de l'école de Dakar, qui fait que les gens ne sont même plus distants par rapport comme ceux des années 80, mais ils pensent qu'ils sont dans un autre moment, parce que les contextes également changent. Et donc, il y a cette filiation à Abdoulaye, à Cheikh Anta Diop, à la génération des nationalistes, à la génération de ceux qui ont produit cette histoire liée à la dynamique atlantique et à la théorie dépendantiste. Mais effectivement, je ne sais pas si moi, les étudiants que j'ai formés, puisque ceux qui sont là, Mamadou Fall m'a formé, Okhé Fall m'a formé, Ibrahima a été un aîné. Je me souviens comment, chaque fois qu'ils étaient présents, lui, Mamadou Fall et le regretté Cheikh Fatou Faye, après 7, il me rappelait mes obligations. Il faut travailler et rentrer. Et donc, comment parler à des jeunes collègues comme Moustapha Foyere, Moustapha Sow, peut-être qu'il pourra intervenir là-dessus. Comment forger, parce que je pense que leur génération est celle qui est appelée à forger des pensées, des méthodes polycentriques, et qui
eux penseront le décentrement. Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on soit dans les mémoires des terroirs ou dans une dynamique liée à des facteurs exogènes, il me semble que la génération de l'école de Dakar, 60 ans après, 70 ans après, si on peut l'appeler ainsi, elle sera de plus en plus dans un contexte qui est celui du XXe siècle, où effectivement, il y a des manières, qu'on le veut ou non, il y a les multiformes de domination, elles ne sont pas seulement physiques, ce n'est pas exploiter du pétrole ou du gaz, mais elles sont de l'ordre du symbolique. Et il est important de voir comment, pendant la période coloniale, ces multiformes de domination ont été déjouées par les acteurs, par les colonisés. Mais qu'en est-il aujourd'hui quand on voit effectivement une nouvelle forme de déploiement de la violence de l'économie néolibérale? Et quelle est notre capacité d'encaisse? Comment nous, en tant qu'historiens, mais également dans un cadre plus large, que moi j'appelle les études africaines, on est capable de pouvoir, d'une certaine manière, donner notre point de vue de manière autonome, de manière indépendante. Et évidemment, les contextes ont changé. Je pense que les questions sont restées les mêmes. Celle que se pose Abdoulaye Cheikh Anta Diop, je pense que la génération des Foyeré se la pose. Ça pourrait tourner autour de que voulons-nous devenir, où allons-nous? C'est des réalités qui traversent le temps, mais il est vrai que, une fois de plus, comment matérialiser cela en termes d'écriture? L'école de Dakar n'a pas de manifeste. Peut-être qu'effectivement, si le manifeste existait, on aurait pu voir un peu quel était le projet de départ et qui est devenu, mais évidemment, c'est un projet qui est ouvert, puisque effectivement, il n'y a pas eu de traces. Mais il me semble que cette question est importante à dérouler, voir comment effectivement nous devons, d'une certaine manière, engager de nouveaux termes dans la conversation entre historiens, mais également avec les autres disciplines, tout en étant rigoureux sur ce qui nous fonde. Parce qu'une fois de plus, on le voit dans les travaux. Parce que, et ça, cette question, c'est en direction des doctorants. L'historien professionnel, comme le doctorant, quand il écrit une thèse, ou un historien professionnel, quand il écrit un ouvrage ou un article, il me semble que écrire, c'est un acte de création, mais également en même temps un acte de libération. Alors, comment les étudiants eux-mêmes, comment nous les formons? Que voulons-nous en les formant? Et effectivement, que faisons-nous en les formant? Parce qu'effectivement, quand un étudiant est engagé dans une thèse, l'idée, c'est de se dire, bon, comment commencer, comment terminer la thèse, mais évidemment, que fait-on entre-temps? Et il est important que ces étudiants-là se sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a un directeur, qu'il y a une conversation, pas un dialogue entre deux personnes qui soit fermé, mais que c'est quelque chose d'ouvert. Et il est important que dans les choix théoriques, dans la manière de penser l'écriture de la science, dans la manière de procéder à un bricolage raisonné, à un transfert, éviter les transferts de contexte, de concepts qui parfois peuvent brouiller notre profession. Mais une fois de plus, moi je pense que ce qu'on peut dire de la trajectoire de l'école de Dakar, c'est qu'une fois de plus, elle est protéiforme. Mais que moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Hein. Je suis peut-être de la 4e génération. Ça fait 28 ans que j'enseigne. Mais je me rends compte comment, effectivement, les engagements étaient là, demeurent, mais que seront-ils dans le temps qui vient? Et donc, l'idée d'écrire, ça signifie créer, mais également, moi, de mon point de vue, ça signifie libérer. Et il est important que dans les moments que nous vivons actuellement, ne sont plus les moments de la colonisation classique, celle de la période de Cheikh Anta Diop. On est dans des processus où effectivement l'économie néolibérale est partout présente. On voit bien comment les historiens résistent à la consultance internationale. Mais comment des productions sur la délinquance, sur les marginaux, sur les femmes, la santé, etc., sont produites par des organismes comme le FMI, la Banque mondiale, ONU Habitat,
l'UNICEF ou l'UNESCO sans profondeur historique. Mais effectivement, on ne nous convoque pas. Et c'est intéressant hier quand Jean-Pierre Correa disait qu'aux assises, il serait bon que dans la Cour constitutionnelle, on puisse introduire un sociologue, un historien ou un anthropologue. Il a parlé d'abord des historiens, parce qu'effectivement, l'affaire n'est pas une question de droit. Ces assises de la justice ne sont pas une affaire de juristes uniquement. Et donc, le fait que nous puissions être présents dans ces manières d'écrire, effectivement, me semble quelque chose de fondamental. Mais une fois de plus, les temps que nous vivons ne sont pas favorables à cette pratique de l'autonomie, de l'indépendance, à même ce travail collaboratif. Et nous, en tant qu'historiens, on est de plus en plus affrontés à voir ce qui se passe dans notre case, à faire la micro-histoire de notre chambre. On peut faire l'histoire de sa chambre sur 50 ans, plutôt que de parler de l'histoire régionale qui nous permettrait de créer un en commun. Voilà donc, moi, le débat, quelques questions que je voulais soulever par rapport à ça.